Audio numéro 3, première partie. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, paix et salut sur le sceau des prophètes, qui a dit dans l'un des hadiths authentifiés: que celui qui meurt dans la préservation de ses biens est un martyr, et celui qui meurt dans la protection de son intégrité physique est un martyr, que celui qui meurt dans la sauvegarde et la valorisation de son identité est un martyr. Mes chers auditeurs, nous voilà revenus avec la grâce de Dieu pour poursuivre avec vous la lecture du livre témoignage de notre frère l'ex-officier Si Mohamedou, intitulé L'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps. À la page 25, le natif de Belinabe dans le Hirnange Bosseya, l'ex-officier témoigne. Inal. Le 11 novembre au matin, le camion ralentit et s'immobilise dans la base militaire d'Inal, un coin perdu dans le nord de la Mauritanie, à 255 km de Nouadhibou, le long de la voie ferrée. La ville d'Inal, ou plus exactement le hameau, se situe à quelques 800 mètres à l'est de la base militaire. Une piste poussiéreuse traverse le terrain vague qui les sépare. C'est sur ce terrain que se déroulent les compétitions sportives entre la population civile de la localité et les militaires. Je connais aussi ce camp pour y avoir travaillé 4 mois en 1988, après le putsch manqué de 1987. J'étais muté ici en qualité d'adjoint au commandant de base. Un grand mur empêche de voir ce qui se passe dans la caserne à partir de la ville. L'accès, constamment surveillé par un poste de garde, se trouve au milieu de ce mur. Les autres façades sont délimitées par une digue de sable. 2 chaînes rocheuses bordent la base au nord et au sud, la rendant pratiquement invisible aux voyageurs à bord du train qui passe à peu près à 600 mètres seulement de là. La base d'Inal est construite dans une batha, une sorte de vallée. À l'ouest se trouve un terrain que j'avais aménagé en terrain de foot lors de mon précédent séjour. C'est sur ce terrain-là que se déroulaient les entraînements et les compétitions entre les pelotons. Toutes les activités qui ne nécessitaient pas la présence de la population civile. La place d'armes est au centre du camp. En face trône la maison du commandant de base avec les bureaux, et juste à côté,
Un appartement qui fut jadis le mien et plus loin, les baraquements habitant les sous-officiers puis ceux des hommes de troupe. Ensuite viennent les hangars de voitures. Ils font face au terrain de foot. Les murs de construction très rudimentaires sont faits de briques en terre. Pour soutenir la toiture, la charpente est dressée à l'aide de rails coupés et de traverses de rails en fer serrées les unes contre les autres. Pour recouvrir le toit, comme pour les briques destinées à bâtir les murs, il faut creuser afin de trouver un sol de consistance argileuse. Quant aux portes, c'est tout simplement le système des tôles de fuite défectueux, des planches récupérées à partir de caisses de munitions, mais la plupart du temps, on se contente d'un rideau de fortune. Toile de tente, vieille couverture ou simplement des sacs de riz en toile de jute. Le camion s'arrête quelques minutes. Je suppose que c'est pour donner le temps au chef de poste de prévenir le capitaine Sidina Ould Taleb Bouya, le commandant de base. Nous avions, lui et moi, travaillé ensemble quelques années auparavant, sous des cieux plus cléments. En attendant, des soldats tournent autour du camion en se donnant des informations les uns les autres. Quelqu'un appelle un caporal répondant au nom de Ould Demba pour lui dire qu'il y a parmi les prisonniers un officier et quelques sous-officiers supérieurs. Des insultes fusent de partout. Le jour commence à se lever. Je peux distinguer sous mon bandeau le corps d'un soldat couché tout près de moi. Je ne me hasarde cependant pas à essayer de voir ce qui se passe au-delà du camion. J'ai vite appris qu'il est plus sage de ne pas chercher à identifier nos tortionnaires. Il y en a qui ont payé cher pour moins que ça. La moindre question entraîne toujours une sévère répression de la part de nos gardiens. Tout est prétexte à rouer de coups. Une parole, une plainte, un chuchotement, tout. Le silence se fait tout d'un coup. Allez-y, dit une voix. La portière arrière du camion s'ouvre et des mains nous saisissent par les bras, par les pieds. Nous sommes jetés sans ménagement au sol. J'entends qu'on s'acharne sur les prisonniers. Dès qu'ils touchent le sol, les soldats se ruent sur eux en les arrosant de coups. Je suis séparé de mes compagnons d'infortune. On me retire la corde qui m'entrave les pieds pour me conduire dans un local et où on me ligote de nouveau. Il fait froid tout à coup. Bienvenue, lieutenant. La phrase me parvient en même temps qu'une gifle. Je reconnais cependant la voix du capitaine Sidina à qui je dois cette claque magistrale. Amenez-le. Occupez-vous de lui, dit-il. L'expression signifie en mort, préparez-le. Des mains m'agrippent, m'allongent sur le sol. Quelqu'un me détache les mains pour m'enlever ma veste. Je reçois à nouveau un coup de pied dans les côtes, cette fois. Puis c'est l'enfer. Les coups s'abattent sur moi de plus en plus violents.
Au début, j'essaie de résister à la douleur, mais elle se fait très vite insoutenable. Je sombre dans l'inconscience. Quand je reviens à moi, je suis attaché à un poteau servant à soutenir la toiture de la pièce. C'est fait de sorte que je ne puisse adopter que la position assise. Le poteau est placé entre mes mains et mon dos. Ma corde au pied est remplacée par une chaîne avec un cadenas au milieu. Je sens une présence dans la pièce. Un autre prisonnier, peut-être non. Il s'agit d'un soldat de la base, de passage. Il me parle en hassania, langue maure. Il paraît que tu es ainsi. Oui, pourquoi? Dans ce cas, tu es un maure et non un peul. Je ne suis pas un maure, mais un peul. Certes, c'est un nom qu'on trouve dans les deux communautés, mais moi, je suis peul. Le nom Si est d'origine arabe, c'est le diminutif de Sidi ou Seyid qui signifie maître, seigneur ou tout simplement monsieur, dans le sens de celui qui dispense en savoir. Il paraît que j'ai dans mon arbre généalogique un certain Shamsuddin, mon 11e grand-père. Dans le cadre de l'expansion de l'islam, Shamsuddin a traversé la Mauritanie pour finir sa vie dans la partie sud du pays. Il prêchait la Tijania, qui représente la majeure partie des musulmans de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait la référence des Smassides, la tribu du président Ultaya. Smassid veut dire ceux de Shamsuddin, sous-entendu les adeptes de Shamsuddin. À cet effet, le nom Si se rencontre très souvent dans l'une ou l'autre communauté des Mauritaniens. L'orthographe peut cependant varier. Au Maroc, il s'écrit Si, S-I, et dans le milieu peul, Si, S-I-H ou Si, S-Y. De toute façon, ce n'est pas lui qui me sortira de ce pétrin. Fin de la première partie de l'audio numéro 3. Le prochain pour le suivant. Audio numéro 3, deuxième et dernière partie. À la page 28, le rescapé de l'enfer d'Inal, Si Mohamedou témoigne. Tu n'as pas l'air méchant. Je vais te donner un conseil. Il marque un temps attendant que je lui demande en quoi consiste ce conseil avant d'ajouter. Il faut leur dire tout ce que tu sais. Mais qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais même pas pourquoi je suis ici.
Jusque-là, personne ne m'a encore expliqué ce que je fais là. Et on ne m'a pas posé la moindre question. Raconte n'importe quoi, mais dis-leur quelque chose. Ensuite, quand ils te frappent, il faut crier, sinon ils n'arrêtent pas. Sur ce, ils s'éloignent et j'entends entrer en groupe. Mon bandeau est violemment arraché. Cette rupture brutale avec l'obscurité me fait mal aux yeux. Je reconnais dans le groupe devant moi 2 personnes, le lieutenant Rava Oul Seyid et le sous-lieutenant Eli Oul Ahmed. Tous les 2 ont servi successivement sous mes ordres comme adjoints à la Guaira. Ils ont partagé régulièrement mes repas. Étant tous les 2 célibataires, je leur avais ouvert les portes de ma maison pour leur éviter de manger à la cuisine collective. Aussi me disent que je vais pouvoir obtenir enfin une explication. Mais sur leur visage, je ne lis que mépris et une haine inexplicable à mes yeux. Eli me donne un coup de rangesse dans la cuisse gauche et me crache au visage, tandis que Rava, lui, me traite de tous les noms. Eli arrache le ceinturon d'un soldat qu'il passe autour de mon cou, prend un bout et tend l'autre à Rava. Ils se mettent à tirer chacun de son côté jusqu'à ce que je perde connaissance. On me ranime avec un seau d'eau. Alors, connard, raconte, dit Eli. Il s'est exprimé en mots. Je lui réponds que je ne comprends pas, que je n'ai rien à raconter et que par-dessus tout, je souhaiterais que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Nouvelle séance d'étranglement par mes 2 anciens pensionnaires. Elle est douloureuse, la reconnaissance du ventre. J'aurais dû les laisser crever de faim. Peut-être qu'ils auraient eu moins d'énergie pour serrer aussi fort. Le même ordre revient. Rude, raconte. Même réponse. Alors, pris d'une fureur que je ne comprends toujours pas, il se jette sur moi, criant, injuriant, me frappant n'importe où, me jurant que je leur dirai la vérité. Je me souviens des conseils du mystérieux soldat, mais je ne sais vraiment pas quoi dire pour qu'on me laisse enfin en paix. Ils ordonnent aux soldats qui les accompagnent de s'occuper de moi. Je suis détaché et mis à plat ventre pour que chacun puisse profiter d'une parcelle de ma peau pour frapper. Les soldats sont armés de gourdins, de fils de fer, de ceinturons, de cordes et de lanières. Les 2 officiers s'en vont, on recommence à me taper dessus. J'ai l'impression qu'un ouragan me passe dessus. Les coups s'abattent avec une telle violence qu'il ne m'est même pas nécessaire de feindre des cris de douleur. Quand ils s'arrêtent,
Tout mon corps n'est qu'une plaie. Le sang coule mes vêtements à ma peau. Mon pantalon treillis a été enlevé et remplacé par un vieux pantalon de sport de couleur bleu foncé. Je ne sais pas qui ni à quel moment cette substitution a été effectuée. Il faut dire que l'arrestation d'un gradé donne l'occasion à certains soldats de renforcer leur paquetage. Veste, pantalon, casquette, tout est bienvenu. Puis sans mot dire, on me ramène à mon poteau. Je reste seul. Pas pour longtemps, le capitaine Ouldemba entre accompagné d'un soldat et me jette au visage. Je viens pour prendre ma part, salaud. Je passerai tous les jours te donner ton petit déjeuner, ton déjeuner et ton dîner. Je me méprends sur le sens de ses propos et me dis que c'est certainement lui qui doit s'occuper de l'ordinaire de la base. Lors de mon précédent passage à la base d'Inal, ce caporal n'y était pas. Je me dis, en voilà au moins un qui ne pense qu'à me torturer. Il s'approche de moi, défait son ceinturon qu'il passe autour de mon cou et tend l'autre bout à son compagnon. Ils se mettent à serrer. Au début, je fais semblant de perdre connaissance. Je prends la langue et penche la tête pour qu'il me laisse. Mais ça ne prend pas. Au bout de quelques secondes, je sombre vraiment dans l'inconscience. Quand je reprends mes esprits, ils sont toujours là à me regarder avec un sourire de satisfaction sur les lèvres. Ils étaient fiers de leurs exploits. Je reviens pour le déjeuner tout à l'heure, me dit-il. En effet, il reviendra à midi, puis le soir, et ce sera ainsi pendant toute la période que je passerai dans cette pièce. Quand les tortionnaires ne sont pas dans la pièce, c'est qu'ils sont en train de faire souffrir d'autres victimes ailleurs. J'entends des plaintes de partout dans la base. Je les entends aussi clairement que les coups qui les provoquent. Pour certains des tortionnaires, c'est l'occasion de faire payer tel officier ou tel autre gradé pour avoir eu par le passé à refuser de lui accorder ne serait-ce qu'une autorisation de sortie. C'est l'heure des règlements de tous les petits contentieux en souffrance. Vers 13 heures, un soldat entre avec un plat de campagne qu'il dépose devant moi. Il me libère une main pour me permettre de manger. Il y a dans le plat une pâte toute noire. Elle est faite à base de riz avarié, cuit simplement dans l'eau. Cela n'a aucun goût. Aussi refusai-je de manger cette horreur. Même un animal n'aurait pas accepté de toucher à ça. Ce refus m'attire le courroux du soldat qui s'acharne sur moi à coups de ceinturon, après m'avoir rattaché. J'ai toujours les mains attachées derrière le dos et le poteau est toujours là, entre mon dos et mes mains. Sa colère attire d'autres soldats qui se joignent à lui. Mon cher, fais la fine bouche. On va te donner un repas digne de ton grade. Cette fois, ils ne prennent même pas la peine de me détacher pour me passer à tabac.
Je reconnais quelques visages mais ne cherche même pas à les mettre en nom. Mon souci principal est de savoir comment protéger mon visage des coups. À n'importe quel moment, je peux recevoir un ceinturon ou une chaussure dans l'œil. Pour les éviter, je remonte mes genoux aussi haut que me permet ma position et y blottis ma tête, essayant de réduire la surface exposée au cou. J'ai dans la bouche le goût salé du sang. C'est mon nez qui saigne. Je ne sais pas à quel moment j'ai reçu le coup. Quand le capitaine Ouldemba se présente le soir du premier jour pour la troisième séance d'étranglement, sans attendre qu'il soit devant moi, je lève le menton et lui tends mon cou. Par ce geste, j'essaie simplement de lui dire de faire vite sa sale besogne et de me ficher la paix après. Puisque je ne peux y couper, autant en finir le plus vite possible. Mais ce geste déclenche une très grande colère chez mon capitaine étrangleur. Du coup, j'ai droit à 3 étranglements au lieu d'1. Au deuxième, je suis réanimé par une flamme de briquet. Je sens une violente douleur sur l'avant-bras gauche et pousse des cris en ouvrant grand les yeux. Je vois les 2 soldats tordus de rire sans en comprendre la raison. C'est plus tard que je saurai ce qui s'est passé. Ils m'ont appliqué la flamme d'un briquet sur l'avant-bras et ils se délectent simplement de ma souffrance. Le second soldat veut s'en aller, mais le capitaine Ouldemba lui demande de lui tenir l'autre bout du ceinturon encore une seule fois. Après avoir hésité un tout petit peu, il accepte et je plonge pour la 3e fois dans le néant. Je me promets de ne plus jouer à ce jeu avec Ouldemba. Ce type n'a même pas le sens de l'humour. J'ai vraiment failli y rester. Fin de la 2e partie de l'audio numéro 3, page 32, l'enfer d'Inal, Mauritanie, l'horreur des camps, par Si Mohamedou. Salli ala Muhammad.